Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Beats by Beats, le podcast qui décortique vos jeux favoris. Je suis Lucas et je suis avec Ellie. Eh bien, bonjour, ou bonsoir. Oui, c'est vrai, on enregistre tard dans des conditions compliquées, Eh oui. potentiellement la veille de la diffusion, mais on n'est pas encore sûr. Voilà, la situation, l'enregistrement est folklore, mais on est présent et on est super content d'être là. Avant de commencer, je sais que c'est un peu chiant, mais je le demande, c'est important pour nous. Abonnez-vous au podcast s'il vous plaît, partagez-le, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles sur les plateformes qui le permettent, mettez des pouces vers le haut sur les plateformes qui le permettent. Et surtout, n'oubliez pas, on est présent sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Donc tout le monde devrait pouvoir trouver une plateforme pour nous écouter. Parlez-en autour de vous. Sur ce, le jeu d'aujourd'hui, c'est Metro. Exodus. Pas Exodus, mais Metro, pas Exodus aussi. la série entière des Metro. On va revenir sur les jeux, mais aussi les livres, parce que toi, Ellie, tu connais très bien la série. T'as lu les bouquins, t'as fait tous les jeux. Moi, pour ma part, j'ai fait que Exodus, mais on va pouvoir en discuter juste après. Alors, qu'a-t-on à dire sur ce jeu ? Et donc, Metro 2033, donc c'est le jeu dont on va parler en l'occurrence et de ses suites, donc Metro 2033, Last Light Redux, issu de la trilogie, donc Metro, avec Metro 2033, Metro 2034 et Metro 2035 de Dimitri Glukhovsky, sorti du coup en roman. Oui, alors ce que tu me disais du coup, c'est que les deux premiers Metro jeux, donc 33 et Last Light, c'est des adaptations assez fidèles des bouquins 33 et 34. Oui, alors plus particulièrement 2033, à partir Ouais. de 2034, en tout cas du livre, et notamment du coup de Last Light, c'est là qu'on commence justement à avoir une césure, à avoir quelque chose qui est complètement différent, puisque il y a un parti pris dans 2034, dans Last Light, pardon, de ne pas forcément suivre les événements de 2034, qui sont liés à un changement de protagoniste. Ok, ouais. Et du coup, Exodus, là, il change complètement par rapport à Exodus, on a effectivement là, ça anticipe, enfin comment dire, ça part encore plus dans quelque chose de différent, puisque les développeurs ont choisi de faire finalement une suite qui pourrait d'une certaine manière se raccorder à la fin de 2035. Et donc là, on voit l'inspiration, la créativité des développeurs. Voilà. Alors du coup, pour la production, ça a été produit par un studio qui s'appelle 4A Games, enfin ça doit se prononcer 4A Games. Je le prononce à l'américaine, mais c'est un studio ukrainien. Metro Exodus, en tout cas, est sorti en 2019. Oui. Alors, j'étais pas mal surpris, moi je lancé, j'ai fait c'est plutôt beau pour 2016. Bon, désolé. Et ça a été vendu à 8,5 millions de ventes. Ce qui est quand même un très bon chiffre. Pour un jeu d'Europe de l'Est, voilà. C'est un très bon chiffre. Et surtout, c'est sorti sur console, parce que c'est assez peu commun, les jeux d'Europe de l'Est qui sortent sur console. On peut peut-être en parler Oui. Les jeux notamment en Russie, étant donné qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de marché des consoles avant du coup le début des années 2000, où là vraiment on a eu une ouverture au marché occidental et aussi au marché nippon. À l'époque ils avaient énormément de copies un petit peu soviétisées d'une certaine manière de la NES ou le genre de truc qui n'était pas sous licence, et le marché du jeu vidéo ne décollait pas plus que ça en dehors de la nomenclatura, donc des élites soviétiques. Oui, après il y avait comment dire, le fait aussi que la situation économique fait que un ordinateur c'est déjà suffisamment cher, oui. On va pas en acheter un deuxième juste pour jouer. Du coup ils sont plus tournés vers le PC et ils ont gardé cette culture du jeu PC. Et c'est une histoire qui rappelle celle de CD Projekt, oui. Les Polonais qui ont fait The Witcher et Cyberpunk 2077, qui justement, eux, ont commencé en vendant des CD sous le manteau, des jeux piratés. Donc là, j'ai pas l'historique de 4A Games, j'ai pas réussi à trouver. Mais par contre... leur jeu phare, en tout cas, leur jeu phare, c'est Metro. C'est les Metro. Et d'autant plus que ce jeu-là, Metro, en tout cas en l'occurrence Metro Exodus, a quand même reçu le Pégase du meilleur jeu vidéo étranger. Ce n'est quand même pas rien.
Et c'est l'opus qui s'est le plus vendu de la trilogie. Donc on a quand même quelque chose qui est progressif, avec un 2033 qui avait fait des plutôt bons scores, mais où au fur et à mesure du temps, la saga a su être connue et être appréciée, et ce malgré ses défauts, puisqu'il y en a. Je reviens justement sur ta blague du 2016 contre 2019, puisque le jeu, lorsque vous y jouerez, vous verrez que, effectivement, il fait un peu vieillot. Alors pourquoi ? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Oui, et puis, pour ceux qui ne l'ont pas, les Pégases, c'est l'équivalent des Césars pour le jeu vidéo. Voilà. C'est une cérémonie française qui récompense les jeux de l'année. On peut reparler du studio, parce que qui dit studio ukrainien dit situation politique assez compliquée en ce moment. Pour faire le passage vraiment pas sympa de la vidéo, il y a eu un premier événement dans Redux, donc 2033. C'est qu'au départ, il était doublé seulement en russe, mais suite à l'invasion de la Crimée, ils ont décidé d'ajouter des doublages ukrainiens par acte de patriotisme. Voilà. Et c'est ce que vous pouvez vous-même le constater lorsque vous lancez le jeu, puisque si vous prenez la version originale sur Xbox 360, ils n'apparaissent pas, ces doublages ukrainiens. Alors que désormais, lorsque vous lancez la version Redux, un petit peu de la même manière que beaucoup de séries sur Netflix à ce moment-là se sont mises à proposer un doublage ukrainien dans les sous-titres, et bien Metro en a fait de même, ce qui plus est, étant donné que cela vient d'une société ukrainienne, c'était d'autant plus important pour eux. On a également la problématique de la continuité de développement, que ce soit sur Metro Exodus ou alors sur d'autres jeux, puisque le studio avait annoncé vouloir réaliser d'autres jeux, ou éventuellement soit des suites, soit des jeux à part entière après Metro Exodus. Et pour l'instant, on est toujours en stand-by. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'équipe n'est plus forcément au complet. On a les dernières nouvelles qu'on a de l'équipe de développement. Ce sont des postes sur une version SDK de Metro Exodus. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une version SDK, ça va être une version avec une ouverture à tout ce qui va être au niveau des modes et des fonctionnalités du jeu. C'est un kit de développement. C'est une sorte de kit de développement. Donc qui est mise à disposition auprès des joueurs. Donc c'est quand même quelque chose assez cool en l'occurrence, puisque c'est pas forcément tous les jeux qui proposent ça. Et à la suite de ça, on n'a plus rien eu. C'est-à-dire que ça fait depuis peut-être 1 ou 2 ans, donc il me semble depuis 2023, qu'on n'a plus de posts de l'équipe, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur leur propre site officiel, si ce n'est un post en hommage à l'un de leurs membres qui a été tué sur le front en Ukraine, et cette nouvelle des sorties de Metro Exodus SDK, avec le fait, donc mis en parallèle, que les conditions de développement deviennent de plus en plus difficiles, et de survie également. Donc de fait, l'avenir du studio reste très instable, malheureusement. Donc on comprend avec un historique comme celui-ci de vouloir faire passer un message anti-guerre dans le jeu Metro. Alors, on y reviendra plus tard dans la section histoire, mais c'était déjà le thème du livre, des livres qui ne sont pas adaptés directement des bouquins. Tu voulais parler quand même des quelques petits problèmes au lancement. Oui, parce que le jeu n'est pas exempt de tous les défauts, encore une fois. Notamment au lancement, donc il faut rappeler qu'au moment de la sortie de Metro Exodus, on est clairement dans la période de mise sur le marché et de développement de Epic, de la plateforme Epic. C'est là où Epic commence à prendre beaucoup d'essor, à concurrencer énormément Steam. Alors certes, Epic existait encore depuis quelques temps avant, mais c'est la période où, vers 2019, où ça y est, il s'implante bien. On commence à avoir une diversité des fournisseurs de jeux dématérialisés sur PC, et avec leur méthode assez agressive d'offrir 2 jeux par mois, ils commencent à prendre de plus en plus de place. Et donc on va avoir une sorte de guerre d'exclusivité dans cette période, où certains titres, que ce soit des grosses licences, comme Call of Duty par exemple, ou ce genre de choses, ou des licences plus modestes, sont sujettes à des contrats dans lesquels ils doivent sortir en premier leur jeu sur Steam ou alors sur Epic, afin de s'assurer une clientèle sur la plateforme et de pérenniser la clientèle existante, ou alors de créer une nouvelle pour les plateformes qui viennent s'installer sur le marché. C'est ce qui est arrivé à Metro Exodus, puisqu'il y a eu cette réservation du jeu, entre guillemets, par Epic, alors qu'au départ, le jeu était ouvert aux précommandes sur les 2 clients, c'est-à-dire à la fois sur Steam et sur Epic. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, entre-temps, il y a eu cette exclusivité achetée par Epic, les précommandes Steam auront été livrées, mais finalement, les achats Steam sont dès lors bloqués et seulement autorisés 1 an plus tard.
Et entre-temps, l'exclusivité Epic prend même fin avec une mise en service du coup sur le Game Pass de Microsoft avec la Xbox et le PC, peut-être même plus rapidement que prévu. Donc on a ce cafouillage au lancement avec ces pseudo-guerres d'exclusivité et aussi quelques cafouillages plus matériels d'une certaine manière. Et alors, je rappelle qu'on parle de Exodus là. Voilà, de Exodus. On est toujours sur Metro Exodus. Metro 2033 et Last Light n'avaient pas eu ce genre de problème, parce que de manière à cette époque-là, ils étaient sortis sur console, et puis à part Steam, il n'y avait rien, tout simplement. Donc, Metro Exodus, qui plus est, avait aussi eu quelques petits accros, ne serait-ce que dans la sortie de version collector du jeu. Moi-même, j'ai été concerné, puisque par exemple, en ayant acheté ma version collector, l'édition Aurora, donc avec l'Aurora, c'est le nom du train dans Metro Exodus, les codes de DLC ne fonctionnaient pas. Puisqu'ils avaient été mal imprimés, donc du coup il y a une mise en service d'une plateforme de demande d'échange de code avec la création du coup d'un nouveau code permettant de télécharger les contenus téléchargeables, mais la communication dessus n'était pas forcément la meilleure, parce que par exemple les magasins, les distributeurs n'étaient pas forcément informés de ce problème, ce qui a amené pas mal de joueurs à ramener leurs copies, à se la faire échanger, pour rien au final, puisque ça ne réglait pas le problème des codes et qu'il fallait directement passer par le SAV de 4A Games ou Deep Silver, qui était l'éditeur. Donc, quelques petites problématiques de lancement, mais en dehors de ça, le jeu a quand même, comme on l'a dit, été très bien reçu par la critique. On va y venir. Alors, avant de lancer le résumé de l'histoire du jeu par Ellie, je vous propose d'écouter une petite musique du jeu, histoire de bien se mettre dans l'ambiance. Et du jeu, en l'occurrence de la trilogie, puisque cette musique-là, elle est issue non pas d'Exodus, mais de Last Light. Last Light, qui pour moi en tout cas a été très important, parce que c'est celui qui m'a lancé dans la série, parce que je ne l'ai pas du tout fait dans l'ordre. À tout de suite. Ok, alors Ellie, parle-nous un peu de l'histoire du jeu et des livres. Vas-y, fais-nous le résumé. Concernant l'histoire de l'univers de Metro, et après on traitera les divergences livres-jeux qui sont pour le coup nombreuses après 2033. On est dans un contexte de post-apocalyptique en quelque sorte. Moscou est confiné dans le métro depuis des dizaines d'années après une guerre atomique. Donc une guerre atomique qui a opposé la Russie, du coup certainement, aux Américains. Le métro est alors polarisé en 4 factions. Donc, le métro c'est le seul endroit de survie dans lequel toute l'humanité, c'est le postulat du livre, s'est réfugiée. On a alors 4 factions. La Hanse, donc, qui est une faction marchande, qu'on peut assimiler à une faction capitaliste qui occupe la ligne circulaire qui entoure le métro pour pouvoir traiter et transactionner avec toutes les autres stations indépendantes et les stations internes. Donc cette faction-là, elle, présente un système politique libéral, autoritaire. Et en opposition principale, on a la faction des Rouges, donc, qui occupe la ligne transversale, une ligne du métro du coup qui coupe la Hanse en deux et qui passe par les stations centrales et qui sont des héritiers revendiqués du communisme, en l'occurrence ici plutôt du stalinisme. À ces 2 principales factions, il y en reste 2 autres qui sont tout aussi importante malgré qu'elle ne soit pas aussi prolifique, c'est Polis, qui est la capitale du métro, donc à gouvernance mi-militaire, mi-oligarque, et où on va avoir tout un agrégat en fait d'intellectuels qui vont vivre dans cette station, et cette station est notamment reconnue comme étant la station préservant le savoir, avec un grand S, on pourrait dire. Et enfin, une station, en tout cas quelques petites stations regroupées sous une bannière néo-nazie. À cela, on trouve également plusieurs stations indépendantes dans le métro, dont la station principale de notre histoire, VDKNH. Donc excusez-moi pour la prononciation parce que je ne parle pas russe, mais VDKNH en français. La station d'origine d'Artyom.
Ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que le pouvoir central, donc il est régulé par police, la capitale comme on l'a dit, et un envoyé de l'ordre, donc l'ordre qui est une sorte de junte paramilitaire qui va gérer la stabilité des différentes factions dans le métro. C'est un petit peu les chiens de garde de tous les gamins qui se tapent entre eux à les autres stations. C'est l'ordre, donc cette milice. Et cette milice, elle est gérée par Melnik, qui est la personne, hein, le vieux dans son fauteuil qui va tout gérer, quoi. D'accord ? Et il envoie quelqu'un, une personne qui s'appelle Hunter. Voilà. Hunter, donc, dans la station d'Artyom, puisqu'on recense quand même quelques faits inhabituels. Donc on va beaucoup parler de ça dans le jeu, c'est l'invasion des sombres. Et là où je oui, la fameuse je me traduction. permets de rigoler un peu, c'est que du coup, d'une certaine manière, ça, ceux qui n'ont jamais touché le livre ne le savent pas, mais Les Sombres est une traduction différente de celle d'origine, puisque dans le livre original, les individus qui viennent nous attaquer sont appelés les Noirs. Et que ils se sont dit que dans un jeu un peu grand public, ce serait un petit peu indélicat d'une certaine manière, étant donné qu'il plus est que l'apparence réelle entre guillemets des Noirs, on ne la voit que au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu, donc on n'a pas ce truc de debunk direct de ah ok c'est une adaptation un peu bizarre, une traduction un peu bizarre, donc ça peut laisser porter à confusion, qui plus est dans une ambiance très viriliste, très un peu guerrière, ça on en reparlera un peu plus tard, mais ouais il y a une bonne sauce d'Europe de l'Est dans le traitement du virilisme. Et donc, pourquoi Artyom ? Pourquoi VDKNH ? Pourquoi Métro ? Comme on l'a dit, la station, elle est attaquée du coup par des sortes d'entités psychiques, donc ce qu'on va appeler les sombres, on va reprendre ces traductions-là, ce sera plus pertinent en tout cas pour notre podcast. Les sombres attaquent la station, et à base de sortes d'attaques télépathiques, dans lesquelles ils prennent le contrôle des humains présents, et ils les font s'attaquer entre eux. En tout cas, on a une perturbation mentale qui fait qu'ils deviennent fous, et on a des gens qui meurent de manière complètement inexpliquée. Artyom est donc envoyé par Hunter, qui était un milicien qui devait enquêter sur les lieux et trouver l'origine de ces perturbations-là, vers le pouvoir central pour les avertir de la dangerosité des événements dans la station. Il va donc parcourir le métro de station en station et faire de plus en plus de rencontres au fil de ces stations afin d'aller jusqu'au pouvoir central, à Melnik, afin de lui communiquer le message d'urgence, comme quoi il faut impérativement raser la zone des menaces, donc en l'occurrence les sombres, afin de regagner de la tranquillité dans le métro et d'éviter qu'il y ait une contamination, étant donné qu'ils ne savent pas si cette forme d'attaque-là, donc l'attaque psychique, l'attaque neuropsychique ou autre, est contagieuse ou non, ils n'en savent rien. Ils ne sont pas médecins, donc dans le doute, on extermine tout. Tel était le message. Classique. Voilà. Et donc, on va suivre Artyom, qui, comme je disais, va faire de plus en plus de rencontres, et c'est ça qui va être intéressant justement dans Métro. Dans Métro, l'intérêt principal du livre et également du coup du jeu dans un second temps, c'est de nous montrer tous les profils particuliers, les gens qui sont désespérés, les fanatiques, les gens qui vont juste subir leur situation et en même temps ne pas faire grand-chose pour la changer, d'autres qui vont essayer de se battre, mais qui sont conditionnés par leur propre milieu, et c'est ça qui va être pertinent dans Métro, dans la lecture de Métro, c'est d'une certaine manière de voir tous ces agrégats de personnes, tous ces agrégats de gens, voler tout autour d'Artyom d'une certaine manière et lui faire part de ses témoignages. Métro, c'est avant tout un livre qui va être un livre de témoignages de vie dans la mouise, dans le métro, dans la crasse, et le jeu en tout cas le retranscrit très très bien. Et donc ça, c'est 2033, et comme je vous l'ai dit, l'histoire de 2033 est commune à la fois au livre et au roman. Après, on a des divergences qui s'installent, notamment dans le fait que 2034 induit un changement de protagoniste. Dans 2034, on va suivre les pas de Hunter, qu'on retrouve vivant, qui va faire son propre petit bout de chemin, et Artyom ne sera qu'un figurant, à limite un caméo, il va apparaître 2 fois dans le livre et puis basta. Et 2035 nous remettra sur sa route. Sur une route où Artyom va un petit peu être toujours dans cette logique du seul contre tous. Il faut bien comprendre, dans Métro, et c'est quelque chose qui caractérise à la fois les livres et le jeu, que malgré toutes les rencontres que vous faites, vos rencontres, elles s'enchaînent, elles sont éphémères. Vous êtes toujours amené à être seul par la fatalité du destin. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important qui marque énormément la série. Dans 2035, Artyom rebelote,
il a beau refaire des événements pour essayer de sortir de sa situation, parce que lui, maintenant, croit à la possibilité d'une existence ailleurs que dans le métro, à travers des ondes radio, il essaie de capter des signaux. C'est quelque chose qu'on va retrouver au début d'Exodus, et ce qui peut faire un point commun entre 2035 et Exodus. Seulement, la finalité de la chose, c'est que dans 2035, Artyom, convaincu par l'existence de ces signaux, eh bien, il va carrément arriver à s'introduire dans les bunkers secrets du pouvoir central. Il va voir que le monde y tourne n'importe comment, que de toute manière les privations des gens sont volontaires, que l'état de... Pas volontaire par les gens, volontaire par le pouvoir. Oui, volontaire par le pouvoir, exactement. Que l'état de pourritude, ou en tout cas de l'état décrépit dans lequel est le métro et les conditions sanitaires ignobles, sont volontairement laissés tels quels, pour que le pouvoir puisse profiter de la base, des bas citoyens qui leur offrent la base. Enfin bref. Encore une fois, classique. Voilà, exactement. Et donc Artyom, face à ça, encore une fois, seul contre tous, il va prendre ses claquettes et puis finir par partir. Donc c'est très sommairement résumé. Lisez le bouquin encore une fois pour en savoir plus que le bouquin. Pour le coup, je le vous recommande, même s'il a ses défauts, il s'en reparlera. C'est l'histoire de 2035. Et là, on a un contre-pied énorme avec Last Light et Exodus, puisque Last Light ne suit encore une fois pas du tout les événements du livre. Last Light, il va se concentrer sur Artyom qui part à la recherche du coup d'un des sombres, puisque après le lancement du missile qui était censé les exterminer pour sauver le métro, et bien dans le 2034, dans Last Light, on s'aperçoit qu'il y a des survivants. Donc un ami d'Artyom lui dit « il y a un survivant, un des sombres que l'on a vu. Tu devrais aller pour en savoir plus. » Et donc Artyom va essayer de le suivre pour essayer de certaine manière de réparer sa conscience, d'avoir exterminé toute une espèce sans en avoir connaissance pour la simple survie de l'humanité. Alors que dans 2034, le roman, il n'y a pas du tout mention de ça, juste on est dans une histoire complètement parallèle. Et dans 2035 et Exodus, la divergence s'accentue encore plus, puisque contrairement au seul contre tous, au format seul contre tous qui est extrêmement présent dans 2033, un petit peu dans Last Light aussi, dans Exodus, c'est l'inverse. C'est-à-dire que d'un coup, on voit tous les potes en fait, d'Artyom qui vont s'unir avec lui, y compris Melnik, qui est quand même la figure paternaliste du groupe, et qui en même temps veut réguler l'ordre, par l'ordre, sans mauvais jeu de mots, et d'une certaine manière, dans le bouquin d'origine, donc dans 2035, Melnik va être plus indécis quant à ses décisions et va vouloir en même temps tenir de manière ferme un peu le pouvoir pour s'éviter lui-même de représailles, alors que là, dans Exodus, c'est hop, on s'en bat les steaks, on se casse à bord du train, et puis fuck tout le monde. Enfin voilà, on a vraiment cette divergence qui est quand même assez énorme, et c'est là que le jeu prend ses libertés. Et ces libertés, elles sont plutôt pas mal en fait. Parce que pour l'intérêt du jeu, au final, on y trouve quelque chose d'intéressant à creuser. Puisque la divergence principale va être non seulement au niveau de l'histoire, au niveau du storytelling, etc., mais également vis-à-vis du gameplay. Puisque Metro Exodus, ce qui va être intéressant dans ce jeu-là, et dans cette évolution, c'est que Metro est un jeu couloir, et que là, on va être dans un monde semi-ouvert. Donc, est-ce que les développeurs arrivent à garder ce côté couloir, arrivent à garder les bienfaits, en fait, les choses qui ont réussi dans les premiers opus tout en l'adaptant à un monde ouvert? C'est la grande question qu'on se posait et auquel maintenant on peut répondre. Oui, vous le saurez après la pub. Bon, moi de mon côté, j'ai pas lu tous les bouquins, j'ai pas joué à tous les jeux. J'ai joué un peu à 2033 pour voir, mais c'est quand même très daté dans les doigts, même pour un jeu relativement récent, même pour la version Redux. Et j'ai décidé de passer assez vite à Exodus. Et effectivement, on peut perdre un peu en rythme sur certains moments, on en reparlera, mais le jeu du coup s'articule autour de cette fuite en train à travers la Russie. Et en fait, chaque arrêt du train va être l'occasion d'explorer une zone ouverte relativement pas restreinte. Il y a de l'espace, de faire quelques quêtes secondaires, d'aller secourir deux, trois personnes, un village, ceci, cela. Et puis hop, on a récupéré un coup du charbon, un coup une infirmière, et puis on peut repartir. Puisqu'encore une fois, du coup, important à préciser du coup dans ce que tu dis, c'est que dans Metro Exodus, on part du principe que de toute manière, il y a de la vie à l'extérieur. Oui, ça y est, la ville a été découverte. On a découvert dès le début du jeu, c'est la cinématique d'intro qui vous met dedans. C'est en fait, on a capté une intervention radio. Ça y est, on peut partir à l'extérieur. Il y a de la vie, c'est plus juste une lubie ou autre d'Artyom. Zone déserte. Ouais. Et donc c'est dans cette optique que tous les compagnons, ils prennent le train et qu'ils partent explorer le reste du monde pour savoir ce qu'il est advenu après la catastrophe des autres, tout simplement.
Et je trouvais cette structure plutôt bien foutue. Ça marchait, en fait, ça marchait relativement bien. Ce côté, bon, bah, on va te poser un endroit, t'explores la zone, ça te prend une dizaine d'heures par zone. Mais non, moins, honnêtement, moins. De 2 à 5 heures par zone. Et après, hop, on embarque dans le train, on fait une petite scène de vie. Alors bon, c'est un peu plan-plan. Mais je pense que c'est un peu. Mais ça fonctionne, quoi. Oui, ça fonctionne. C'est un peu tout le jeu est un peu comme, enfin, peut être résumé comme ça. C'est un jeu qui ne révolutionne rien, très honnêtement, mais qui rend une copie plutôt propre, bien qu'un peu datée. Ouais. Et t'en parlais même tout à l'heure, hein, les gameplays, même dans la mise en jeu, il y a quand même ce truc de la maniabilité est d'une lourdeur. Ouais. Et je retrouve ce truc. J'ai fait j'ai joué un peu à Valorant récemment, et je n'ai jamais trop joué à des tacticals comme ça. Et Valorant, il y a ce truc un peu lourd de tu vas avancer lentement, tes armes, il y a un temps de manipulation, etc. Et j'ai retrouvé pas mal ce truc-là, en fait. Sauf que Valo, j'y ai joué sur PC avec ma souris, avec une maniabilité relativement correcte. Autant Exodus, je l'ai fait sur console, et là c'était beaucoup plus dur. Ouais. Mais remarque, ça m'a permis quelque part de plus être dans le côté horrifique du jeu, parce que quand dans un affrontement, tu essaies de viser un ennemi qui bouge dans tous les sens, c'est pas la même chose quand tu peux pas le viser, voilà. C'est dur. Qui plus est, d'une certaine manière, dans un jeu couloir. Et c'est là que du coup, je vous pose la question que même pour un jeu qui est sorti il y a très longtemps, cette maniabilité très rigide, est-ce que finalement elle n'est pas partiellement volontaire d'une certaine manière ? Ouais, il y a un côté un peu simu. Voilà, Metro, il faut le rappeler, à l'origine c'est un jeu couloir. Et c'était là la grande préoccupation, c'est en faisant un monde semi-ouvert, est-ce qu'on va réussir à rendre ça compatible avec ce que les développeurs ont toujours su faire de la saga, à savoir avoir un champ de vision très peu large et pouvoir tirer sur ce qui vient devant soi, et puis limite c'est un peu tout. Donc forcément on se retrouve avec une maniabilité très très rigide. Des contrôles parfois un peu aux fraises, mais ça c'est juste une question de c'est daté, quand vous voyez que de manière pour recharger sur Xbox faut appuyer sur L1 au bout d'un moment, je pense que depuis c'est quand même bien mieux harmonisé. Sur Exodus, parce que tu parles de daté, mais même sur Exodus en 2019, on est quand même sur un truc qui a quelques années de retard. Voilà. Puisque je parlais de l'aspect visuel tout à l'heure, mais ça, je ne vais pas dire que c'est pardonnable, parce qu'il n'y a rien à pardonner, les visuels sont tels qu'ils sont. Mais d'un studio ukrainien avec un budget limité, c'est normal qu'on n'ait pas les graphismes au top du top. Et même justement, moi je pense qu'au niveau graphisme, c'est un jeu quand même qui a la particularité d'être très 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 chargé. On pourrait revenir, mais même si c'est daté, ça fait encore mouche en fait, quand même assez bien travaillé pour qu'on se plonge dans l'ambiance. C'est suffisamment propre pour être efficace. Et j'ai cité le mot tout à l'heure, on est dans un courant qui est appelé l'Eurojank, alors qui est appelé de manière un peu hautaine, mais c'est décrit par Benzaï comme les jeux où tu mets la musique de Morrowind derrière et ça fonctionne. En gros, c'est ces jeux d'Europe de l'Est qui sont pas hyper bien finis ou qui ont ce truc un peu daté justement. Souvent des FPS, on pense à Stalker, il y a Stalker 2 qui est sorti récemment, et qui ont quand même une vibe, un truc un peu gris, un peu... j'aurais du mal à le décrire, ceux qui ont déjà joué à un de ces jeux voient complètement ce dont je parle, mais il y a quand même une forme d'âme en fait, une vraie âme dans les jeux. C'est encore un truc pour la conclusion. mais une âme où il faut quand même gratter derrière la couche d'accessibilité, de trucs un peu datés pour aller le trouver, quoi. Mais c'est vrai que pour un jeu dans ce genre-là, Eurojunk, je trouve que c'est quand même une copie très propre. Le jeu n'est pas buggé. Le jeu est quand même vachement beau pour le budget avec lequel il travaille. Et effectivement, tu retrouves des animations faciales un peu datées, mais je l'ai fait en 2025. Il se laisse regarder quand même. Oui, c'est ça. On a vraiment des animations faciales à la Half-Life 2 d'une certaine manière, quoi. Mais donc ça, ils n'ont pas trop évolué là-dessus. Même si, il y a eu un petit retravail avec Redux, notamment aussi sur les visages, parce que ce qui est assez surprenant d'une certaine manière, ils auraient pu juste retravailler quelques expressions faciales. Ce qu'on remarque, c'est que quand on joue à Redux et à l'original, c'est que parfois certains visages ont complètement changé du tout au tout. Mais même pour ceux qui sont un petit peu mal à l'aise avec l'idée de rejouer un jeu, d'avoir cet aspect vieillot-là, à la limite,
essayez Redux, parce que ça vaut quand même le coup. Metro, c'est un jeu qui, même si il est vieux dans la manière dont sont créés les personnages, même s'il est très daté aussi vis-à-vis, autrement que visuellement, par le côté aussi très sexiste, et ça on pourra en reparler du jeu, il a quand même cet avantage, et pour moi la force principale de la série, que ce soit par Exodus ou par les épisodes précédents, ça va être l'ambiance, l'aura, comme tu disais. Et il se passe quelque chose. Voilà, il y a un truc. Et même dans le livre, finalement, le jeu est assez fidèle au livre. Parce que ce qui pousse le livre aussi, c'est ça, c'est pareil. C'est l'univers, c'est l'aura. C'est pas tant Artyom et son développement qui est, le développement personnel d'Artyom est quasi inexistant de certaine manière dans sa réflexion face au monde, j'ai envie de dire. Ça m'a un peu bloqué dans le jeu. T'as les personnages qui te parlent. Artyom. Ils jouaient en anglais. Ils ont choisi de les doubler avec un accent russe à couper au couteau. Et lui, il répond jamais. Et autant la plupart du temps, ça marche relativement bien. Autant quand t'es dans un bâtiment et que t'entends ta radio « Artyom, on te cherche, t'es où? Est-ce que t'es vivant ?» Et que ce con, il répond pas. Si tu les entends, ils peuvent t'entendre. Utilise ta radio. Oui, ça, voilà, qu'on n'est pas dans un Zelda ou dans un Dragon Quest, l'ambiance du jeu serait propice à ce qu'on est la voix d'Artyom. Surtout que là où c'est complètement con d'une certaine manière, c'est que dans les temps de chargement, on l'a cette voix d'Artyom. Et puis du coup, comme ils sont tout le temps à lui demander des trucs, parce qu'il y a tout un groupe de mercenaires armés qui t'ont bien expliqué que c'était les meilleurs du métro. Par contre, c'est toujours Artyom veut faire ceci, Artyom veut faire cela, Artyom au secours. Waouh. Artyom, la groupe ennemi, vas-y, va combattre tout seul. Moi, regarde des télévisions sur radio. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et puis autant il pourrait répondre, il y aurait une personnalité, il y aurait un échange, il y aurait un truc. Là, il ferme sa gueule, mais c'est vraiment tout de bande. On va envoyer Artyom se faire buter ailleurs, et nous on va regarder. C'était. Puis après, t'es accueilli avec des alors, t'en as mis du temps, dis donc. Merci, vas-y, viens m'aider, connard. Non mais bon. Et bon, c'est clair qu'il y a ça. Il y a ce truc de. T'es toujours tout seul et qui en plus t'es renvoyé à la gueule par le jeu, par le fait que dans le livre, certes, t'es tout seul, mais d'une certaine manière parce que tes compagnons ils crèvent. Mais là, tes compagnons ils crèvent pas. T'as aucune raison que d'une certaine manière, soit toi qui tapes tout. Donc. C'est là où on peut un peu critiquer le jeu d'une certaine manière. Et d'autant plus qu'en plus, pour le doublage, la VF, elle est bien. Enfin, je veux dire, moi j'y joue en VF, la VF d'Artyom, elle est cool. La voix, elle passe crème. Donc, pourquoi l'avoir pas mis dans le jeu ? Soit on met pas la voix dans les temps de chargement, soit on la met dans le jeu. Mais là, pour le coup... ça, il a une voix, quoi. Il est pas muet. C'est ça. Et puis du coup, ça fait que les personnages, ils l'interrogent. Tu t'attends à ce qu'ils répondent, mais... encore une fois, il y a le côté Morrowind où... je l'ai pas fait Morrowind, j'ai fait Skyrim. Mais dans Skyrim, tu parles au PNJ, tu choisis ton option de dialogue, ton personnage il dit rien, et le PNJ lui répond comme si la phrase avait été formulée à l'oral. Donc il y a ce côté, je pense, laisser aux joueurs la liberté de formuler les phrases avec sa propre voix. Mais comme les phrases sont pas écrites, comme Artyom n'a pas de dialogue, même écrit, ça retire un peu de cette ce truc de il y a quand même une question-réponse, quoi. Mais bon, pour rebondir sur le côté on est tout seul, ça permet quand même de développer l'ambiance des environnements, je trouve. Ce côté randonnée dans un pampa, j'ai beaucoup aimé la première zone où il y a le village de pêcheurs, etc. Où tu te balades dans la pampa, il y a pas forcément de bruit, t'as toutes ces petites interactions où tu dois pomper ton flingue à pression, vachement cool. Tu ouvres la carte, etc. T'as une manipulation des objets qui est vraiment bien foutue. Notamment avec le fait qu'aussi, au dehors du flingue, il y a aussi ce truc de... On te fait bien comprendre que tu dois changer ton masque à gaz toi-même. Si t'oublies, tu suffoques et tout. C'est des trucs qui mettent dans l'ambiance, qui participent à cette aura, comme tu dis. Il y a le fait d'avoir Alors, quand tu parles de flingue à pomper... Je vais expliquer un petit peu vite fait parce que pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, mais en gros, voilà, c'est des sortes de pistolets. On a dans le jeu un pistolet à air comprimé qu'il faut recharger en permanence en air, qu'il faut pomper. De la même manière, la lampe torche, c'est une lampe torche avec une dynamo. Une dynamo, ça ne tourne pas tout seul. Faut que tu la recharges de temps en temps avec tes mains. Pareil. Avec du coup ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était, je vais même oublier ce que c'était, mais tu vois, on a ce truc de il faut entretenir les petits appareils et qui
qui est fait à la fois simplement et tout en évitant d'être trop complexe pour un rien. On n'est pas non plus dans un jeu de simulation, donc ça sert à rien d'avoir des menus avec des barres de recharge de machin à traiter en même temps. Enfin, c'est pas cafouilleux au niveau mais ça permet quand même d'habiller un peu ce monde ouvert où quand tu vas te balader pendant 5 minutes où il se passe pas grand chose, t'as quand même des choses à gérer, t'as quand même une attention qui doit être présente. Et faut savoir aussi que le jeu gère très très bien dans son aspect monde ouvert le côté laisser le choix aux joueurs. Parce que c'est un peu le danger quand tu passes d'une série couloir à un monde ouvert, c'est que tu sais pas forcément comment laisser aux joueurs le choix de faire les choses. Et moi j'ai trouvé... quand tu tues quelqu'un, par exemple, il n'y a pas un moment où on va te dire « Est-ce que vous voulez vraiment tuer cette personne ? Attention, on l'a tué, Fred, de vous quelqu'un de méchant. » Non, tu te démerdes si tu la tues, et tu apprends ce qui se passe plus tard. Quoi. C'est ça. Ou de la libérer, tu me disais... Alors, on n'a pas pu fact-checker, mais tu as l'option de libérer un type qui est attaché à un poteau. Si tu le fais, il va cramer le village des gens qui l'ont attaché. Alors... J'avais le souvenir de l'avoir libéré, j'ai pas le souvenir que le visage ait cramé, je l'ai peut-être loupé. Moi je crois que j'ai eu un truc comme ça, enfin bon, voilà, c'est un truc dans Exodus, moi le problème c'est qu'Exodus j'ai fait il y a un peu plus de temps, donc du coup il y a eu le temps que ça s'oublie entre temps, mais je me souviens qu'il y a un moment où, près d'une rivière, etc., il y a un mec qui est attaché à un poteau, et si tu libères le mec, et ben je crois qu'après moi, je l'avais libéré, ou alors je crois que je l'avais libéré, et en fait t'as le choix, soit de le faire, soit de pas le faire, hein. Le jeu te dit libérer, pas libérer, mais tu peux très bien zapper ce choix-là. Comme tu dis tout à l'heure, comme tu disais, on va pas te le cracher à la gueule, ça va pas être une sorte de QTE en mode vas-y, libère-le pas. Tu peux très bien passer ta route, écouter sa petite plainte, comme il dit, comme un PNJ en boucle, etc., et puis t'en bats tes couilles et continuer à avancer. Tout comme tu peux t'arrêter, et là le jeu va te proposer est-ce que tu veux le libérer ? Est-ce que tu veux pas le libérer ? Oui, tu peux très bien passer outre. Sous la forme d'une interaction classique. Voilà, d'une interaction classique, comme tu l'aurais avec n'importe quel PNJ qui te dirait n'importe quelle banalité. Et je crois que dans ce truc-là, en tout cas, si tu le libères, après, il va zonger le village, et puis après, il crame les baraques, ou alors il fait un truc. Je crois me souvenir qu'il y avait eu tout un bordel après, avec le village. Il y avait toute une animation, parce que des maisons brûlaient, ou alors il y avait quelqu'un qui attaquait les villageois. Et je crois que c'était lié à cette libération-là. Mais bon, ça, je l'ai pas vérifié depuis, mais je sais que voilà, dans le jeu, en tout cas, même si cet exemple-là s'avère finalement pas forcément être correct, en tout cas que les liens sont différents de ce qu'on a en tête, il y a ce truc, comme tu dis, de classe libre. Moi, j'avais justement le village des pêcheurs, ils te disent bon, faut t'infiltrer, faut pas les attaquer. Moi, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, ils m'ont repéré, je vais tirer. Les collègues au Toki, ils sont bon, ils vont pas vraiment nous aimer après ça, c'est dommage quand même, t'aurais peut-être pu y aller plus discrètement. Et ça a posé des problèmes après dans le jeu avec leur grand prêtre là, quand il doit te laisser passer, après il est vraiment pas content parce que t'as abattu de ces gars, quoi. Et même par exemple avec tes potes, en fait il y a aussi des choix comme ça, parce que en fonction de si t'arrives à bien gérer le jeu, donc par exemple pas trop tuer de civils, machin, etc., ou pas selon les niveaux, toi, tu vas faire des rencontres, ok, mais tes potes aussi. Et en fait, tes potes, c'est ça qui est assez drôle d'une certaine manière, enfin drôle, mais à la fois un peu triste d'une certaine manière aussi, c'est comme on disait tout à l'heure, le jeu était un peu sexiste sur les bords et tout, à chaque fois que tes potes vont dans un nouveau niveau, ils se trouvent une meuf, quoi. Voilà, donc en vrai, à la fin, pop, ça y est, bon, de manière générale dans le jeu, malheureusement, la vision de la femme, c'est elle est là pour être la copine, point, voilà. Allez hop. Et ça, bon, c'est très... Oui, même et encore, c'est édulcoré dans le jeu par rapport au livre, parce que dans le livre, c'est vraiment craignos à ce niveau-là. Ouais, même pour Anna, qui est censée être une femme forte, une combattante, une sniper, etc. C'est Artyom par-ci, Artyom par-là. Bon, c'est pas très agréable, honnêtement. Alors que même dans le livre, et encore, moi, quand j'ai refait le jeu, je dis... Waouh, Anna, elle sert à quelque chose. Parce et c'est triste de dire ça, alors que quelqu'un qui va jouer au jeu va se dire ouais, mais en fait, Anna, là, c'est un peu en mode Artyom, quoi, mais derrière, débrouille-toi un peu. Mais moi, je te demande, ouais, tu sers à quelque chose, parce que dans le livre, il y a vraiment ce traitement de Anna, Artyom, déjà, Anna, elle n'existe pas, hein, avant Exodus, elle n'existe pas, déjà, avant 2035, pardon, dans les bouquins. Et dans 2035, elle se fait chier dessus. Artyom, il est un peu violent, alors verbalement, physiquement, je sais plus trop, mais bon, bien agressif comme il faut avec elle, et elle a tout plaqué de sa carrière de snipeuse pour la rejoindre travailler au champ de champignons, etc., dans une ambiance de travail crado et dégueulasse, et accessoirement faire le rôle de femme au foyer, donc, et en remerciement entre guillemets de ça, alors qu'elle a tout sacrifié de sa vie, Artyom, il y chie dessus, il l'envoie chier, il est à deux doigts de la taper, et d'aller se
boire une bière en lui disant que c'est la dernière des merdes et qu'elle l'enferme dans un monde qui n'est pas le sien, etc. Et puis il claque la porte, il se casse faire le tour du monde, en tout cas du métro, et puis elle peut bien aller se faire foutre pendant 15 chapitres. Enfin, c'est clairement ça dans 2035, pour qu'au final, Artyom revienne vers Anna en mode « Ah ouais, tu sais, l'extérieur, ça existe vraiment. Oh non, mais franchement, j'en ai marre de toi. » Et puis « Oh, allez, quand même, tu viens avec moi. Bon, ok, d'accord, je te pardonne. Allez, mon amour. Oh, je t'aime, poup poup. » Et puis allez, bisous, bisous dans la Ferrari rouge et il se casse. Enfin, c'est ultra méga macho et ultra méga cliché. Et c'est... Waouh, quand tu ressors de ça, limite, t'es content de voir Anna dans Exodus différemment que par le simple plis de la meuf, ça fait chier dessus et est complètement dégradée de permanence du bouquin en bouquin. Et bon, malheureusement, ça ne s'arrête pas qu'Anna, parce que les quelques femmes que tu rencontres dans le bouquin, pareil, elles sont... leur intérêt est réduit au strict minimum, à part assouvir les besoins sexuels ou d'expression des désirs de violence des mecs, quoi. C'est vraiment ça. Ça, et dans Exodus, y a moins ce côté assouvir les désirs sexuels, c'est moins abordé, même pas abordé, je crois. Ouais. Mais c'est vrai que premier arrêt, y a une infirmière avec sa fille, on l'embarque, elle finit par épouser un des membres du groupe. Deuxième arrêt, y a une combattante qui elle est combattante. D'ailleurs le jeu est noté slightly woke sur la woke game list detector parce que y a des femmes qui se battent, attention. Mais attention, alors les femmes elles peuvent se faire frapper, elles peuvent être dénigrées comme pas possible, faire chier dessus. Par contre, elle a tenu une fois énorme dans sa vie, alors c'est woke. Wow. Mais bon, je digresse. Donc ouais, deuxième arrêt, il y a une meuf qui se bat contre des connards, et il y a un de tes potes qui peut décider de rester l'aider. Alors moi j'ai fait l'erreur, si tu arrives à nettoyer la zone et à sauver tous les prisonniers, le pote en question reste dans le train, mais elle, je crois qu'elle reste là où elle est. Mais bref, c'est ça. Ils ont noué une relation, voilà. Et pareil, troisième arrêt, t'en as un autre qui tombe sur une autre meuf. Et là, pareil, tu peux lui uriner son plan, parce que si tu butes les potes de la meuf, elle vous demande de dégager. Et par contre, si t'as tué personne, il y a une relation, mais en mode oui, tu reviendras, hein, bisous. Mais ouais, pas terrible quand même. Pas terrible le traitement de la femme. Moi, ça m'a fait. Je suis arrivé pour la préparation, j'ai dit à Ellie, le traitement de la femme dans ton jeu, t'es pas. Et Ellie me dit, attends, moi je me souvenais qu'il était plutôt sexiste à côté plutôt bien à côté du bouquin. Raté. Voilà, donc petit disclaimer, si vous nous écoutez et que vous êtes de la jante féminine, accrochez-vous bien, parce que même de la jante masculine, et que vous êtes un minimum sensible à ça, bon courage, accrochez-vous, et bonne dose de recul pour pouvoir lire le bouquin et pas faire des ulcères. Puis après, c'est pas la seule lourdeur de l'écriture, c'est vrai qu'il y a des trucs, comment dire... Il y a une section chez les cannibales où en fait ils sont censés arriver à un endroit où il y a le général, etc. Là-dessus, t'as le Melnik qui lui est complètement aveuglé par je vais rencontrer le gouvernement, c'est trop bien, etc. Il voit pas du tout qu'il est en train de tomber dans un gros piège, alors que c'est censé être vraiment le chef, réfléchi et tout. Je trouvais que ça le décrédibilisait un peu. Mais bon, évidemment, toi t'es devant ton écran, tu fais bon, ils vont nous attaquer. Ils nous ont attaqués. Mais ouais, il y a quelques lourdeurs comme ça en dehors du sexisme, en plus du sexisme. Mais sinon, dans l'ensemble, ça suit très bien. Oui, et puis c'est dommage parce qu'en plus, à côté de ça, le jeu a quand même pas mal de qualité, notamment encore une fois l'univers, donc c'est con quand même que ce soit plombé par cet aspect-là. Alors que ça n'aurait pas forcément eu besoin, et que d'une certaine manière, dans un métro, où justement on est face à quelque chose d'apocalyptique ou autre, de post-apo, où la société tend à se reconstruire, et limite même si elle recrée des travers du passé, quel est l'intérêt en fait de promouvoir, de continuer un modèle sexiste qui pour le coup n'a plus d'utilité, puisque dans le métro, tout le monde peut faire la même chose d'une certaine manière. Donc, bon, c'est un parti pris, je pense, de l'auteur de se dire la société, elle est masculiniste, elle est très viriliste, elle est très un peu machiste, etc. Donc, on veut montrer le pire des hommes dans le métro, peut-être. Alors là, c'est un peu ça. Je l'ai pas lu, mais est-ce que c'est un parti pris ou est-ce que c'est l'expression, lui, de son conditionnement, de l'environnement dans lequel il a grandi, et duquel ils s'en rendent finalement peut-être pas compte. Parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti dans le jeu, c'était pas dénoncé. Comme dans un The Witcher, par exemple, t'as un sexisme dans la société. Même dans le bouquin du sorceleur, il y a un sexisme dans la société, mais il est dénoncé. Alors bon, dans le bouquin du sorceleur, je mettrais une petite nuance, parce que
tu sens que le monsieur il aime bien décrire des femmes très jolies, un peu toutes nues tout le temps. Mais encore une fois, je digresse. Mais dans ce que tu me racontais du bouquin, j'ai pas ressenti le côté dénonciation de ses travers. Complètement. Et j'ai senti que l'auteur il y souscrivait, et pareil dans le jeu. C'est pour moi, les auteurs souscrivent à cette vision sexiste de la société, ou en tout cas des rapports hommes-femmes. Ça se voit bien de manière dans le livre. Bon, moi, d'une certaine manière, en te disant ça à l'instant, je laisse la porte ouverte à peut-être qu'on a mal interprété les choses. Mais en tout cas, quand tu lis le bouquin, c'est assez clair, dans la mesure où la femme, et même dans son émancipation par rapport à son conditionnement, elle va en permanence le faire par rapport à son rapport à l'homme, et pas par rapport à elle-même. La meilleure preuve, c'est un personnage qui n'existe pas. Qui n'existe pas du coup dans le jeu. C'est le personnage de Sacha, qui est la figure de 2034, avec donc Hunter et puis Homer, qui sont deux autres personnages. On a Hunter, donc, vous vous souvenez, le milicien qui était parti essayer de sauver Artyom et qui l'a envoyé faire toute sa mission et tout le tralala jusqu'à la base de police. Et il est retrouvé vivant et il veut sauver sa station d'accueil, du coup qu'il l'a soigné, etc., d'une épidémie. Et pour ce faire, sa mission à lui, encore une fois on l'a dit, c'est faut buter tout le monde. Et donc du coup il part à la requête du pouvoir central pour pouvoir faire tout péter, faire sauter toutes les stations intermédiaires du métro qui sont le long de l'épidémie. Et donc le long de son parcours, il récupère sur sa route un vieillard qui se fait appeler en tout cas Homer, en référence à Homer et l'Odyssée, etc. Et une jeune fille qui s'appelle Sacha, qui était avec son père issu d'un trafic d'esclaves et qui finalement finit par suivre la route des deux autres personnages, son père se faisant buter et étant en quête d'une certaine manière de vengeance, on pourrait dire, et encore c'est par exemple ça qui est exploité dans le bouquin, face à ce qui s'est passé. En tout cas, elle veut vivre, elle veut s'accrocher à la vie, etc. Et on voit clairement que alors que ça pourrait être un personnage féminin qui soit fort et qu'on peut nous montrer, même sans forcément ce rapport assez binaire de fort-faible, de voilà ce qui définit une femme forte, voilà ce qui définit une femme faible, voilà ce qui définit un mec fort, un mec faible. On n'est pas forcément faire un personnage de femme forte sans en faire un camionneur. C'est ça. Mais en fait, on aimerait juste un personnage féminin qui existe pour lui-même et qui a ses propres ambitions pour lui-même. Et là, on est, alors qu'il y avait tout pour faire ça, je veux dire, la jeune femme, elle est quand même abandonnée d'une certaine manière à son triste sort de il n'y a plus personne sur qui compter, donc je dois me reconstruire de moi-même de l'intérieur et créer mon propre destin, puisqu'il n'y a plus que ça à faire, puisque maintenant, tout le reste est parti en couille. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle finit par tomber amoureuse de Hunter et on nous fait des pamphlets des paragraphes sur oui, la virilité un peu de Hunter, qu'elle sait un peu toxique tout, mais qu'elle veut soigner dans son syndrome du sauveur mais en même temps elle s'accroche à lui parce que elle l'aime, parce que finalement ça l'attire un petit peu. Donc on est un peu dans cette vieille mécanique un peu usée de les femmes elles aiment ça quand même quand les hommes ils sont un peu puissants. On est un peu dans ce truc là qui est un petit peu vicelard, qui est pas forcément très agréable à lire parce qu'on aurait aimé avoir autre chose du personnage. Et en parallèle, sa présentation, c'est quoi ? C'est la jeune femme aux cheveux pâles, très blanc, très beau d'une certaine manière. On va faire l'éloge avec beaucoup de tournures très stylisées de la pâleur de sa peau, de ses cheveux, etc. Du fait qu'elle soit d'une certaine manière un peu frêle, mais qui en même temps lui donne une image charismatique avec la force de la faiblesse d'une certaine manière. Il y a ce truc-là qui est développé et qui s'inscrit encore une fois dans quelque chose de très masculinisant en fait, de l'objectification de la femme, puisque ça convient à une certaine démarche de vouloir projeter une sorte de fantasme sur elle, et je trouve ça vraiment con parce qu'il y avait matière à faire quelque chose. Et qui plus est, quand on sait finalement de quelle manière ça se termine, Sacha, finalement, sa méthode d'émancipation, ça va être la prostitution. Alors non pas que c'est une méthode qui soit forcément nocive ou mauvaise, il y a des femmes qui choisissent de le faire pour ça, mais c'est pas pour la méthode en elle-même que je mets le sujet sur la table, mais plutôt de la manière dont c'est mis en avant, puisque ce n'est pas par un choix de vie du style comme ça au moins je m'assure une place sécurisée pour moi-même d'une certaine manière. C'est toujours au service de l'homme. Voilà, c'est argumenté par le service de l'homme,
les pauvres mecs quand même et tout, après avoir fusillé d'autres innocents et puis après avoir fait des saluts néo-nazis ou des trucs comme ça, bah, ils ont quand même un petit peu bien besoin de petits réconforts parce que sinon les pauvres ils vont devenir encore plus fous. Alors bah pour les hommes quand même, au moins je me sens utile et puis c'est bien. Enfin, il y a en permanence ce truc de même comment dire, dans l'expression du salut de la femme, en fait, de n'importe quel personnage féminin, Oui, bah, ça va être à travers le service de prisme l'homme. de s'assujettir à l'homme et ça, bah c'est en permanence comme ça dans le livre, et que ce soit avec Sacha ou avec Anna, et la fin qui est limite cartoonesque pour moi, tellement c'est cliché. Je sais pas si tu vois le truc de... La Dans, fin dans de... l'émission, c'est un truc qui sortait qui était sur France 2 à l'époque de Oula. Tex, là, le truc Les Amours, là, tu sais, le jeu de Tu sais que télé-réalité. j'ai jamais regardé la télé, Enfin, moi. bon, c'était une émission un peu de télé, un peu, voilà, les trucs de télé du midi, etc., quoi, où, bon, sans trop grand intérêt, juste pour passer le temps, quoi, on va dire ça comme ça, et où, bon, moi, mes grands-parents, ils avaient ça qui tournait après le JT de temps en temps, et où à la fin, tu vois, dans le générique, c'est des questions, donc c'est un truc sur les questions sur les couples, avec des questions un petit peu clichés, des trucs un peu bateaux, en mode, oh, qui s'aime le plus, oh, lolilol, etc., enfin, c'est un petit peu ça, et dans le générique, t'as le mec avec la blonde et tout, dans la Ferrari rouge, en truc pop années 60, avec les chœurs qui poum, 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 poum. Et ben, Artyom et Anna, c'est exactement ça, la fin de 2035. On passe de femme battue psychologiquement et physiquement à... Oh, boum, 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 cœur années 60, en mode bien bon amour machiste de soumission féministe, féminine, enfin voilà. La fin de Exodus en parallèle est pas... C'est à gerber là-dessus. Je dirais pas beaucoup mieux, bon si, mais pas beaucoup plus fine. La fin d'Exodus, c'est bon, bah... maintenant, Artyom est le chef parce que Melnik il a été buté par les radiations et on va aider le monde. On s'est trouvé un coin de paradis et maintenant il faut revenir secourir le métro et machin. Et Anna qui est amoureuse et qui va lui faire des beaux enfants. Et... Oh là là. Vous étiez pas obligé. En plus, la séquence, j'ai vraiment beaucoup aimé la séquence finale entre. Alors, ils partent. À un moment, ils chopent une voiture, donc la voiture est dans le train. Et ils partent comme ça, ta voiture qui descend du train pendant que le train est toujours en marche. Et, enfin, j'adore ça. Et puis, ils vont chercher des médicaments pour Anna, parce qu'elle est tombée dans un trou 15 heures plus tôt et elle a subi des radiations. Et enfin, voilà, la dernière séquence est vraiment super chouette. Et après, ça se finit sur une cinématique complètement. Enfin, j'ai pas les mots, enfin j'ai pas les adjectifs. C'est over the top. C'est over the top et c'est un peu dommage. Et c'est con parce qu'effectivement en plus l'ambiance parfois même des autres fins, que ce soit Last Light 2033, il y a des trucs cool. Enfin, le jeu arrive à nous bercer avec la musique, avec l'univers crasseux. Et même si crasseux, on peut y revenir d'une certaine manière parce que le jeu est quand même bien plus édulcoré que dans le bouquin. Dans le bouquin, on te présente vraiment le métro comme quelque chose de crade, où les gens, limite, ils dorment à le sol, dans des habitations de fortune. De ce que tu m'en disais, ça me fait penser au flashback dans Terminator 1. Je sais pas si c'est la scène où Kyle Reese se rappelle du coup du futur. Voilà. Et t'as ce truc, les gens, c'est des rats, tu vois. Complètement. Ils se terrent. Sauf que dans Terminator, ils sont attaqués par la machine. Et là, du coup, on commence par les monstres, machin. Et puis dans le jeu, en plus, on te parle énormément. Enfin, dans le livre, dans le bouquin, on va te parler dès le départ des rats. Les rats, on compte les décrire avec des proportions immenses et tout, en mode, c'est dangereux les rats. Et puis même, ils s'attaquent aux uns un petit peu. Donc limite, toi, c'est dans ton imagination, tu vas t'imaginer des rats géants. Alors que dans le jeu, ils n'existent même pas d'une certaine manière. Voilà, clairement, ils sont anecdotiques. Tu les entends vite fait en son et puis basta. Et pareil, dans le jeu, on va te dire, les gens, ils dorment sur des trucs de paillettes de carton, à même le sol. Pareil, les ampoules dans le métro, elles sont toutes rouges parce que c'est les ampoules, des panneaux de secours Exit ou des trucs comme ça. Et puis, les couloirs sont très étroits. Enfin, on a vraiment ce culte de l'étroitesse dans le livre qui se perd un petit peu dans le bouquin, puisque là, par exemple, dans le bouquin, les lumières rouges, t'en comptes une ou deux vite fait pour la ref, mais sinon tout est bien éclairé. Les stations, elles sont carrément sur plusieurs petits étages dès que tu commences dans ta station de départ à Vedenkash, qui est censée être une station indépendante, pas forcément ultra riche. Tu vois, t'as des cabanes un petit peu partout, des gens qui font leur vie avec des réchauds, les gens qui ont des radios, des transformateurs électriques, des trucs comme ça. Enfin, franchement, ils se la mettent bien. Enfin, comparé au bouquin, il y a vraiment deux mondes différents là-dessus en termes de niveau de vie. Pareil, dans le livre, encore une fois, il y a ce truc des lampes rouges, alors que là, ils sont tous avec des lampes à pétrole et tout. Enfin,
il y a quand même cette divergence-là qui est un peu dommage, mais qui est peut-être aussi nécessaire d'un point de vue de la construction du jeu et du fait d'avoir quand même un environnement confortable pour le joueur, pour pas au bout d'un moment juste en avoir marre du jeu parce que tu vois que dalle. Oui, il y a la question aussi de... ce serait beaucoup plus clivant d'avoir un jeu juste tout rouge où tu vois rien. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Je pense qu'on peut enchaîner sur la conclusion. Oui, Ouais. Je pense que... oui, là, Voilà, pour conclure, du coup, vous l'avez entendu, Metro, c'est un jeu qui a des hauts et des bas, qui a quand même beaucoup d'âme. Hein. Je pense que moi, j'ai passé un bon moment, malgré ses défauts, qui sont quand même assez nombreux, assez visibles, hein, on les a cités. Le sexisme, la maniabilité un peu archaïque. J'ai quand même passé un bon moment. Au final, t'en ressors, tu t'es quand même attaché à ces personnages. Ouais. Les moments de vie sur le métro, ils sont bons. Il y a 2-3 fulgurances. Bon, là, c'est vraiment ma sensibilité personnelle, mais la petite voiture qui quitte le train, j'en ai eu des frissons. Il y a une musique qui fait le taf, on n'en a pas trop parlé, mais la musique fait vraiment le taf. Les musiques, en plus, du coup, c'est des musiques assez basiques. Enfin, c'est des petits airs de guitare. Les musiques, elles peuvent, si on peut trouver un élément de comparaison, on peut peut-être évoquer The Last of Us. On va avoir une similitude, je pense, un peu dans la conception des musiques, mais qui est plus, plus rudimentaire dans Metro, je dirais, que dans The Last of Us, où il y a un côté peut-être un peu plus noble à la musique. Dans The Last of Us, on va avoir quelque chose qui va vraiment appuyer l'aspect plus mélancolique. Alors que dans Metro, on va être dans quelque chose. Dans Metro, t'as plus l'impression que c'est les gens qui jouent la musique. C'est ça. Plus dans le réalisme du métro, dans la sobriété instrumentale, mais également, du coup, dans l'aspect un peu pauvre, mais en même temps touchant de la musique. Enfin, c'est la musique de Metro, je trouve qu'elle fait vraiment le taf et qu'elle arrive vraiment à nous mettre dans l'ambiance. Ça, plus, encore une fois, les environnements très détaillés, parce que c'est quelque chose qu'on a vite fait évoquer, mais. Malgré tout, pour un jeu même de cette époque, si vous prenez en comparaison même, par exemple, on va reprendre The Last of Us, on va avoir... The Last of Us, c'est 2013, Non, mais après, il y a quand même eu le 2 et tout ça. Ouais. Même, c'est quand même un cran au-dessus en termes de graphisme et tout ce que tu veux, mais on a ce truc, je trouve, dans Metro, c'est chargé visuellement. The Last of Us, c'est plus épuré d'une certaine manière, c'est développé, on va avoir c'est quand même détaillé. Tu vois, on va avoir des beaux travails sur la lumière, etc., qui vont se faire. Mais je vois. Mais dans Metro, au niveau des textures, je trouve, c'est très, très texturé d'un peu partout. Il y a plein de choses. Enfin, on peut, même les décors en arrière-plan, on voit des ruines un petit peu partout. On peut aller dans des zones ou dans les immeubles qu'on va explorer à l'extérieur. On va voir plein de petits trucs derrière, un peu cachés qu'on verra pas forcément. Enfin, je te suis pas forcément sur le sujet parce que après je suis pas tout à fait d'accord. T'as plus d'expérience de moi là-dessus. T'as plus de recul, je pense, là-dessus. Après The Last of Us, c'est quand même, pour moi, c'est quand même un maître du genre, donc. Je suis pas tout à fait d'accord, mais écoute, le jeu est moins fluide en fait. Toi, tu l'as ressenti très détaillé. C'est ça que. Ouais. En fait, pour moi, The Last of Us, il y a du détail, mais il y a un truc de tout est fait pour t'orienter dans la bonne direction. Ce qui fait que le détail est vraiment tu le remarques pas, tu le ressens. Dans Metro, pas forcément. Dans Metro, pour moi, justement, t'as beaucoup moins. Ils ont beaucoup moins bien géré, mais en même temps, c'est normal. On parle de Naughty Dog. Ils ont beaucoup moins bien géré cet aspect, te guider là où ils veulent t'emmener, et du coup tu te le prends un peu plus dans la gueule, ce détail de je sais pas ce qui est important, c'est pas assez hiérarchisé. Mais moi justement, c'est ce qui m'a plu, mais ça te met dans l'ambiance. Je trouve que c'est ça qui fait aussi Métro. Il y a un côté plus réaliste. Tu ressens plus le truc. T'es dans la merde comme les autres et tu dois réfléchir à où est-ce que tu dois aller d'une certaine manière. Et je trouve que moi je passe beaucoup de temps dans les jeux en règle générale à aller explorer les moindres petits recoins pour chercher la petite munition, le petit indice quelque part. Et je suis content parce qu'en fait Metro c'est ça. Metro c'est ça. C'est ça que je voulais exprimer par le fait de la fluidité, c'est que The Last of Us par exemple va être plus fluide là-dedans. Ils vont plus avoir travaillé, comme tu as dit, l'impact des décors sur le joueur tout en ayant des décors extrêmement détaillés et fluides. Mais voilà, justement, ça va être fluide. Tu vas savoir où tu vas aller, ça va être assez intuitif. Par exemple, The Last of Us, le fait d'avoir des petites portions jaunes sur les échelles, des trucs comme ça qui les font bien ressortir, que dans Metro t'as pas. Et donc dans Metro t'es merde, où est-ce que je dois aller? Et donc tu cherches chaque petit recoin, mais en même temps tu tombes sur un casier, tu trouves une balle, puis tu trouves une balle, pop. Et sachant qu'en plus ça ce truc de récupérer des missions un petit peu partout, forcément un jeu c'est une manière de survie aussi, moi ça match, et moi j'aime beaucoup. De cette manière ça donne de l'intérêt au fait d'errer dans les niveaux, là où dans d'autres jeux tu sens que c'est pas fait, que c'est pas prévu. Alors que dans Metro, force est de constater que peut-être malgré lui, le jeu te donne de l'intérêt à errer dans les niveaux.
Ce sera le mot de la fin pour ce jeu. Euh, Avant l'ouverture culturelle, enfin les recos, comme d'habitude, je vais vous demander à nouveau de liker le podcast, de le partager, de s'abonner. C'est hyper important pour nous, ça nous permet de grandir. Donc merci à ceux qui prendront le temps de faire ça. Est-ce que tu as des recos, Ellie? Moi, déjà, principale recommandation, quiconque a aimé les jeux peut s'ouvrir aux livres. Et ce, même sans être forcément grand lecteur ou autre. Les livres, ils sont bien malgré leurs défauts, malgré les gros warnings qu'on a mis sur certains aspects là, à l'instant dans le podcast. Il y a un style littéraire qui est quand même assez cool, je trouve, même si parfois ça en fait un petit peu des caisses pour pas grand-chose. Mais en même temps, c'est ce truc ça fait le parallèle avec le fait que comme dans le jeu Metro, c'est très un peu fouillis d'une certaine manière et c'est très 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 détaillé mais très fouillis. Le livre un petit peu aussi sur l'aspect des description un peu de l'univers, etc., qui va être très 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 détaillé, parfois au détriment du coup de la progression en fait spirituelle de certaines manières d'Artium ou peut-être la lourdeur du fait d'enchaîner les événements les uns aux autres, mais on retrouve une ambiance qui est vraiment cool, mine de rien, qui en tout cas qui est intéressante et que je pousse ceux qui ont aimé les jeux à les lire. Et secondement, en autre livre, alors c'en est un que j'ai juste à côté là, c'est La supplication de Svetlana Alexievitch, qui est une compilation en fait de témoignages pas de réfugiés, mais de survivants en fait de Tchernobyl, donc de la catastrophe de la centrale nucléaire qui s'est produite à l'époque en Union soviétique, donc en ex-territoire d'Ukraine, sur le site de Tchernobyl, donc qui a en fait dévasté la ville de Pripyat avec les évacuations de l'époque. Et donc ce livre-là, c'est un petit recueil de plein de témoignages différents, de bribes de conversation. Ça peut être des poèmes que des gens ont fait après la catastrophe pour exprimer leur désarroi. Ça peut être des témoignages de conversations entre un soldat et une passante qui ont été recueillis par quelqu'un lorsqu'ils les ont entendus. Ça peut être une lettre ouverte qui porte à confidence en fait de quelqu'un qui a vécu la catastrophe. Et je trouve que ça fait bien écho à ce que nous donne Metro, puisque encore une fois, Metro, que ce soit le livre ou les bouquins de manière générale ou le jeu, et principalement de 2033 en tout cas pour le jeu, c'est avant tout plein de petites histoires de personnages qui en l'occurrence vont se coller autour d'Artium et qui vont nous délivrer plusieurs visions de la vie, des réactions des gens dans de pareils cas et de rapports des gens à la société, puisque Metro ça induit une critique assez large en fait de la guerre et de la manière dont la société est formée. Bon, c'est sexisme excepté en l'occurrence dans le monde occidental. Donc voilà. Donc je dirais ce livre-là en seconde reco. Ok, moi pour mes recos, pas du tout dans Métro, parce que c'est pas tout à fait mon univers, de toute manière, je suis pas très sensible à, comment dire, à l'ambiance soviétique, etc. Ça me parle moyen. Voilà, je suis en train de lire La Horde du Contrevent, relire La Horde du Contrevent. C'est bon, il n'y a pas forcément besoin d'en dire beaucoup, parce que le bouquin est très connu, mais c'est une merveille de prose, d'écriture, et puis de représentation du vent. Je suis très sensible au thème du vent. Et La Horde du Contrevent, c'est que ça, c'est 600 pages de bonheur. Donc foncez le lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Et sinon, le dernier Métal Hurlant, j'ai beaucoup apprécié. Je suis abonné depuis 2-3 tomes là, et voilà, le dernier pour les 50 ans de Métal Hurlant, incroyable, très très beau tome. C'est qu'une vingtaine d'euros, vous le retrouvez en kiosque, chez les libraires, etc. Ça vaut le coup. Voilà. Et puis dernière petite reco pour ma part, parce que j'y pense là tout juste, du coup, vu que tu me dis des bouquins et tout. C'est Martin Eden. Martin Eden, donc un roman, du coup, que ma copine m'a conseillé, donc que j'ai lu, et qui est vraiment cool. Et c'est une belle critique, d'une certaine manière, de la société de son temps, mais qui est aussi très actuelle, et qu'on peut très facilement, du coup, transposer sur nous, à l'heure actuelle, la fonction et la manière dont dont fonctionnent en fait les différentes strates de la société.
foncez le lire, c'est vraiment bien et enfin ça vous ouvre l'esprit aussi d'une certaine manière parce qu'on y voit, sans trop de spoil, hein, les efforts d'un jeune marin, d'un jeune ouvrier en fait qui va tomber sous le charme en fait d'une aristocrate, qui va essayer de s'en rapprocher, d'être transfuge de classe en quelque sorte, hein, de se rapprocher d'elle, de ne plus fréquenter les milieux ouvriers pour essayer du coup d'absorber son élitisme en quelque sorte, afin de lui plaire, et qui finalement se rend compte que tout ça n'est que futile, puisque parfois les gens n'en changent pas pour autant, quand bien même on essaie de leur plaire, et en fait ça en dit long sur beaucoup de choses, et également sur la manière dont nos sociétés fonctionnent un petit peu, et c'est triste, hein, mais c'est vraiment très 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 bien écrit, et c'est de Jack Lang, je crois. Voilà. Okay. On vous retrouve le mois prochain pour Siberia 1 et 2, Oui. des jeux créés par Benoît Socal et Microids. C'est français et c'est pas mal, donc on vous les conseille et on en parlera plus en détail.